matin. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le président du think tank, The Think Project, Jean-Marc Jancovici. Un think tank avec vous, Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Vous allez sortir d'Europe 1 après l'entretien, vous allez vous rendre à l'Elysée pour intégrer le Haut Conseil pour le climat que met en place, on le dit depuis ce matin, Emmanuel Macron. Qu'allez-vous dire au président de la République ? D'abord, je vais écouter ce qu'il va nous expliquer sur ce qu'il attend de ce Haut Conseil. Parce que pour le moment, on en a les grandes lignes, mais on a la loi, mais pas encore les décrets d'application. Donc D'accord. on sait que ça doit rendre un avis sur la trajectoire de la France en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a 253 manières de rendre un avis. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, absolument. Et puis ce Haut Conseil pour le climat qui est présenté aux Français aujourd'hui, il est présenté dans un climat aussi difficile au niveau social, dans une grogne particulière. Alors sur la partie carburant, j'ai envie de dire malheureusement c'était prévisible. Pourquoi ? Parce que non seulement le pétrole est quelque chose qui cause des émissions de CO2 quand on le brûle, mais par ailleurs c'est quelque chose qui est disponible en quantité limitée sur Terre. Et il faut savoir que depuis 2006, la quantité de pétrole qu'on appelle conventionnel, donc tout ce qui ne vient pas du shale oil américain, pétrole de schiste, et des sables bitumineux canadiens, n'augmente plus. C'est stable depuis 2006. Et donc, tout ce que les Chinois prennent en plus, nous, on l'a en moins. Donc, l'approvisionnement pétrolier européen, il a commencé à décroître de façon subie depuis 2006. Il y a un lien direct avec ce qu'on a appelé la crise des subprimes. Ça a ralenti l'économie sans qu'on le demande. Et en particulier pour les gens qui ont besoin de beaucoup utiliser une voiture pour se rendre au travail et faire les courses, etc. Eh bien, il y a depuis 2006 une contrainte qui va croissant. Donc, ce qu'on est en train de vivre en ce moment était malheureusement prévisible dans un pays où la seule transition énergétique dont on s'occupe vraiment, mais on y reviendra peut-être, est celle concernant l'électricité qui en plus n'est pas nécessaire, et on ne s'occupe pas du pétrole alors que c'est nécessaire. Alors vous nous en parlez avec des données techniques. Est-ce qu'elles concernent les gens ? Est-ce que ces explications sont suffisantes pour que l'on puisse rassurer la population qui porte un gilet jaune et qui vient manifester à Paris ? Alors la rassurer à court terme, malheureusement pas. On ne peut pas les rassurer à court terme. À court terme, non, parce que ce qui va se passer, c'est que la France va continuer à avoir un approvisionnement pétrolier en tendance qui va décroître. Par contre, là où on doit les rassurer, c'est sur la façon de gérer le problème. C'est-à-dire ? Eh bien, on ne peut pas dire simplement aux gens, l'essence va coûter de plus en plus cher et débrouillez-vous. Donc il faut une pédagogie, vous voulez dire ? Alors d'abord, il faut une pédagogie du problème qui aujourd'hui n'est pas faite. D'accord, en amont, ok. En amont. Donc il faut que vous invitiez plus souvent des gens pour en parler. Là, vous êtes là pour ça. Oui. Un peu plus de 6 minutes. La deuxième chose, c'est que... On vous réinvitera. C'est gentil, j'adore me lever tôt. La deuxième chose, c'est qu'il faut planifier... Les transports, c'est des systèmes lents. Vous voyez, une autoroute, une voie de chemin de fer, une route, c'est des trucs qui durent un siècle. Donc vous ne changez pas ça du jour au lendemain. Une fois que les gens ont pris l'habitude d'habiter où ils habitent et d'utiliser leur voiture pour aller au travail, tout ça, c'est des systèmes qui se changent lentement. Donc il faut les rassurer sur le fait qu'on va s'occuper de changer le système. Alors, 2 exemples. Il y a des tas d'endroits où on peut mettre en place des services de bus qui permettent aux gens de ne pas utiliser leur voiture. Le bus coûte 3 fois moins cher par passager transporté que la voiture. Donc là, vous faites des économies en passant de la voiture au bus. Encore faut-il que le bus passe devant chez vous ou près de chez vous, comme à Mourinx où il n'y a pas de bus, par Absolument, exemple. C'est bien ce que je dis, ça s'organise. Il faut le vouloir. Bon. La deuxième chose, c'est que vous pouvez demander aux constructeurs de vendre des voitures qui consomment de moins en moins, et vous pouvez non seulement leur demander, mais les obliger à le faire. Il y a une instance en Europe qui s'occupe de réglementer les émissions de CO2 par voiture, c'est-à-dire la consommation par voiture, c'est exactement la même chose. Et on peut très bien les obliger à vendre des voitures de moins en moins gourmandes, donc en fait de plus en plus petites, mais qui font le job. Et ça, c'est pareil. Vous ne changez pas une ligne de production d'une semaine. Et la voiture électrique, c'est un luxe. On entend souvent les gilets jaunes qui nous disent c'est un truc de bobo, vous avez de l'argent pour les acheter. Nous, on ne peut pas acheter la voiture électrique. Alors, en coût complet, aujourd'hui, une voiture électrique coûte un peu plus cher qu'une voiture à pétrole. Donc, ça résout le problème du CO2, mais ça ne résout pas le problème du chèque de fin de mois. Comment un problème climatique, comment un problème de projection concernant notre quotidien est-il devenu un problème politique aujourd'hui ? Vous dites que c'était inévitable, c'est ce que vous nous avez dit en préambule. Un problème de grogne, vous voulez dire. C'est pas un problème climatique qui justifie la grogne, c'est parce que, en fait, il se passe 2 choses. On a manqué quoi, justement ? Quand vous regardez le montant de la taxe carbone aujourd'hui par litre de carburant, on est à 7 centimes et l'année prochaine, on passera à 10 centimes. D'accord. Donc ça, sur 1,50 €, c'est pas ça qui fait l'essentiel du prix. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que le prix du pétrole a beaucoup monté sur ce qu'on appelle les marchés. Donc pour acheter un baril de pétrole aux gens qui le produisent, ça a beaucoup monté. Et ça a beaucoup monté tout simplement parce que comme le pétrole est sous contrainte de production depuis 10 ans, on passe périodiquement par des moments où le prix s'envole.
Et tant qu'on se désintoxique pas, entre guillemets, du pétrole, on va avoir ce genre de truc de manière répétée. Donc désintoxication vis-à-vis du pétrole, décarbonation, vous dites ? Oui. Décarbonation, mais aussi politique. Regardez, je vous lisais en 2011 dans Les Échos, vous écriviez « Marine Le Pen, enfant du carbone ». Oui. Je vous cite, tant que nous conserverons cette dépendance mortelle aux combustibles fossiles, Marine Le Pen montera dans les sondages. Oui. Franchement. Oui. C'est logique ce que vous dites ou En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer, non ? D'accord. Alors, mais ça veut dire quoi ? Alors, c'est quoi le raisonnement ? Alors, le raisonnement est très simple. Le raisonnement, c'est que quand vous avez moins de pétrole de manière subie, vous avez moins de transport. Du coup, l'économie se contracte. Et parce que l'économie dépend des transports aujourd'hui, vous n'avez pas une usine qui n'a pas besoin de camions, etc. Si l'économie se contracte, vous éjectez des gens du monde du travail. Donc ils n'aiment pas ça. Et donc ça fait monter les contestataires. Et par ailleurs, les gens que vous éjectez en premier, c'est les gens qui ont le plus besoin de la voiture, parce que c'est des gens qui habitent à la périphérie des villes. C'est là que vous allez trouver les gens qui gagnent le moins, donc qui sont les moins qualifiés. Et c'est ceux qu'on éjecte en premier du système quand le système ne va pas bien. Et par ailleurs, c'est aussi ceux qui ont le plus besoin de la voiture pour se déplacer. Et depuis les premiers chocs pétroliers, l'électorat du FN est maximal à 40 km du centre des grandes villes. Il y a une étude IFOP qui avait montré ça très bien. Donc c'est en cela que je disais, et quand je suis tombé sur cette étude, j'ai dit, moins on s'occupera du pétrole, et plus on aura cette population logée là où elle est et dépendante de l'économie, à la frange de l'économie. Oui, la France périphérique. Exactement, et c'est elle qui souffre en premier quand l'économie va pas bien parce qu'on n'a pas assez de pétrole. Vous allez dire quoi donc au président de la République en arrivant tout à l'heure ? Eh bien, si il m'écoute aussi bien que vous, je vais essayer de lui faire comprendre que décarboner l'économie, c'est un projet politique extrêmement noble, qui peut être très enthousiasmant, qui rend service socialement et qui est de toute façon inexorable, puisque, comme je le disais, du pétrole et du gaz, on va en avoir en tendance de moins en moins d'ici à ce qu'on meure, donc il faut s'en occuper. Merci Jean-Marc Jancovici d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 avant de rejoindre le président à l'Élysée. Je rappelle que vous êtes l'un des 13 membres experts du tout nouveau Haut Conseil pour le climat. Merci beaucoup. Merci.